Et merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Tout juste 18h30 sur Lula. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Après l'amélioration des conditions météorologiques, l'heure est au retour progressif des populations ayant été évacuées des zones sinistrées par les dernières inondations. Nous le verrons à Aqsa al-Kbir et Sidi Qassem, où des plans opérationnels rigoureux et intégrés ont été mis en place pour assurer la fluidité et la bonne coordination. À la veille de Ramadan, les souks connaissent une forte dynamique commerciale, une effervescence qui se traduit par une forte demande de produits alimentaires de base et d'ingrédients nécessaires à la préparation des plats et pâtisseries traditionnels. Reportage à suivre au souk L'Edim de Meknes. Et en fin de journal, le cap sur Bni Mellel qui mise sur le parachutisme pour renforcer son positionnement dans le tourisme d'aventure. La ville a abrité un événement inédit cette semaine, un farm trip B2B qui met à l'honneur la pratique du parachutisme comme levier d'attractivité territoriale. Avant le développement de ces titres, ce rappel de l'activité royale de la semaine, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, a présidé vendredi au Palais Royal à Casablanca la cérémonie de présentation et de lancement du projet de réalisation à Nouassar d'une usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran. Un projet qui conforte le Maroc en tant que destination de choix et véritable acteur industriel intégré au cœur de l'économie mondiale, considéré comme l'un des plus grands centres de fabrication de systèmes d'atterrissage au monde de Safran Landing System, le nouveau site industriel qui sera implanté au cœur de la plateforme industrielle intégrée dédiée aux métiers de l'aéronautique et de l'espace Midpark de Nouassar, viendra doter le royaume d'un segment industriel des plus pointus, usinage de précision, assemblage de haute technicité, essais, certification et maintenance avancée. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord relatif à l'installation donc de l'usine de production des trains d'atterrissage du groupe Safran à Nouassar. Et toujours au Palais Royal de Casablanca, le souverain a reçu le président du conseil d'administration du groupe Safran, M. Ross McInnes. Notre consultant, le professeur de droit et politologue Mustafa Shimi est avec nous ce soir sur le plateau, comme tous les dimanches. Mustafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, nous venons d'ailleurs de le voir, le souverain a lancé un projet aéronautique géant. Que faut-il retenir donc de la future méga usine du groupe Safran? C'est un grand projet et à ce titre-là, évidemment, il devait être inauguré par le souverain. Il est parrainé d'ailleurs par le souverain dans le cadre d'une grande politique industrielle. C'est un projet industriel du groupe Safran, donc à Noissair. Le groupe Safran est l'un des grands groupes mondiaux dans ce domaine-là. Il est installé au Maroc depuis 25 ans, c'est important à relever. Et c'est une usine de production de trains d'atterrissage avion, tournée essentiellement d'ailleurs vers la famille Airbus A320. Donc il y a là un créneau particulier. Safran, c'est un grand groupe qui a une grande technicité. Ce projet s'articule autour d'un certain nombre d'activités. C'est pas un projet de montage basique. C'est quelque chose d'autre, de haute technicité. C'est une usine évidemment de grande précision, d'assemblage très sophistiqué, d'essais, de certification, de maintenance avancée. Savez-vous combien il y a de pièces dans un moteur d'avion? Il y a 3 millions de pièces dans un moteur d'avion. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs, donc c'est extrêmement complexe et sophistiqué. Un investissement important aussi de l'ordre de 3 milliards de dirhams, à peu près 280 millions d'euros. Création de 500 emplois qualifiés. Pourquoi 500 emplois qualifiés? Parce que le profil requis, évidemment, extrêmement précis. Et à peu près 80% de ces emplois, ce sont des ingénieurs marocains. Ça a été relevé d'ailleurs
par l'une des directrices de Safran. Donc nous sommes compétitifs dans ce marché-là de haute technicité. Autre observation, il s'agit pour le Maroc d'intégrer des segments industriels de haute technologie dans l'aéronautique mondiale, comme d'ailleurs c'est le cas dans l'automobile, mais ça relève d'autres paramètres. C'est également pour le Maroc le souci de conforter et de consolider sa place et son rang comme plateforme industrielle et logistique. Et puis, c'est un partenariat de longue durée, donc sur des décennies. Tout ça a été important à relever. Restez avec nous, Moustapha Srimi. Abordons à présent le dossier des inondations au Maroc. Après l'amélioration des conditions météorologiques, l'heure est au retour progressif des populations ayant été évacuées dans certaines communes des provinces de Larache, Kenitra, Sidi Qassem et Sidi Slimane, déclarées zones sinistrées suite aux dernières inondations. L'opération de retour progressif des habitants à leur domicile à Ksal Kbir a débuté ce dimanche. Vous le voyez sur ces images, les habitants sont arrivés à Ksal Kbir à bord de trains en provenance de Tanger, ainsi qu'à bord d'autocars en provenance de Larache et d'autres villes du royaume. Un important dispositif a été déployé avec la mobilisation des petits et grands taxis mis à la disposition des habitants gratuitement. Ces derniers ont été organisés par quartier afin de fluidifier le processus de transport et d'éviter tout encombrement. Une opération de retour progressif lancée donc dès aujourd'hui, direction à présent Msharab el-Qsiri, province de Sidi Qassem, où l'opération a tout aussi démarré ce matin. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Nidal Oujgil et Hassan Mandour avec le récit d'Iman Eblo. Depuis les premières heures de la matinée, le retour de la population de Msharab el-Qsiri à leur domicile s'organise. Tout un dispositif est dédié à cette opération de retour progressif des habitants évacués de certains quartiers et douars. L'opération se déroule en parfaite coordination avec les autorités locales, dans des conditions fluides et sécurisées. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour ces efforts colossaux qui nous ont sauvés du pire. On nous manquait de rien. Et là, tout va pour le mieux. On rentre à la maison. Les autorités ont fait le nécessaire. Maintenant que la météo s'améliore, nous rebroussons chemin vers nos maisons. Des bus gratuits sont mobilisés pour organiser ce retour. Une première phase qui concerne plusieurs quartiers urbains et douars relevant de différentes communes de la province. On nous a pris en charge à tous les niveaux. Mon père était malade. Il a bénéficié de consultations et des soins nécessaires. On vient de rentrer à la maison, sain et sauf. Un retour progressif, d'autres zones impactées par les intempéries feront l'objet de communiqués ultérieurs en fonction de l'évolution des indicateurs de terrain et de la remise en état progressif des routes et des infrastructures. Un dispositif renforcé de surveillance est déployé à l'entrée des zones concernées à travers l'installation de points de contrôle destinés à réguler l'accès, à limiter les déplacements non autorisés et à garantir une circulation organisée dans le respect des exigences de sécurité et de la sérénité des populations. Moustapha Srimi, donc l'opération de retour progressif est donc lancée depuis ce dimanche. Elle intervient dans le sillage des hautes orientations royales au gouvernement pour le déploiement d'un vaste programme d'aide et de soutien en faveur des familles et populations sinistrées donc suite à ces intempéries, et ce avec un budget prévisionnel de 3 milliards de dirhams. En quoi consiste donc ce programme et quels en sont les objectifs? C'est un programme d'aide qui a été décidé par Sa Majesté le Roi, vous le savez, qui est exécutoire d'ailleurs. Ces 3 milliards de dirhams, ça recouvre un large spectre de secteurs. Lesquels? Il y a d'abord des aides sociales directes pour le relogement. Il faut y ajouter des indemnités, en moyenne quelques milliers de dirhams. On parle de 6 000 dirhams, tout à fait. Pourquoi? Du fait qu'il y a une perte de revenus. Les gens ne travaillent pas, donc une perte de revenus, donc il faut compenser. Également à noter l'aide pour la réhabilitation des logements, du fait qu'il y a des dégâts par suite des inondations. Et également, il faut rénover, retaper les petits commerces qui ont subi donc ces intempéries. Et puis, il y a aussi un secteur, c'est la reconstruction des maisons donc qui ont subi un certain nombre de dégâts.
Également, deuxième volet, des aides en nature, on le voit, avec des aides d'urgence et d'assistance. Et puis, alors, ça couvre à peu près 220 millions de dirhams, c'est important. Et puis, il y a le soutien, si je puis dire, au secteur rural, on l'oublie souvent, mais notamment les agriculteurs et les éleveurs, c'est 300 millions de dirhams. Et puis, ajouter encore la réhabilitation des infrastructures, il y a des routes bloquées, il faut les dégager, il faut les ouvrir. Il y a un réseau hydroélectrique aussi. Total, les dégâts sont importants, vous savez, c'est 110 000 hectares qui a été inondé et ça a touché 188 000 personnes. L'opération qui est menée aujourd'hui, c'est la suite de cette politique royale. On aide quand il s'agissait d'apporter des assistances, mais on aide également pour ce qui est de réunir les conditions du retour du relogement, comme vous l'avez montré dans votre sujet. Il y a là des observations de politique publique à tirer. C'est quoi? C'est que le cœur de ce dispositif qui a été décidé par le roi avec le financement prévu, c'est quoi? Il n'est pas seulement social. Il est social, évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit, mais il est également économique et productif. Relancer donc les secteurs d'activité, relancer les activités des uns et des autres, et une vie normale. Et puis d'autres observations, c'est un test pour les politiques publiques, un test pour la coordination des acteurs publics qui interviennent, notamment donc l'État, le département de l'Intérieur, de la Santé, et les forces armées royales, la gendarmerie, la protection civile, etc. On ne le dira jamais assez. Vous avez vu toutes ces images qui montrent la mobilisation de ces acteurs sur le terrain. Également le problème de la preuve qu'il faut faire de notre capacité d'exécution sur le terrain, ça aussi c'est un enjeu important. J'ajoute aussi une autre interrogation sur ce que j'appellerais la redevabilité, c'est-à-dire le souci de la traçabilité des aides, le souci du contrôle, et je crois que c'est extrêmement important, avec peut-être le fait d'ouvrir un registre public pour l'identification des bénéficiaires, et également des paiements digitaux. Tout ça, ce sont des éléments qui confortent la transparence et la bonne traçabilité des aides publiques. Autre titre, professeur Srimi, donc la clôture aujourd'hui du 39e sommet de l'Union africaine avec la participation donc du Maroc. Aziz Akhnouch a représenté Sa Majesté le Roi. Que retient-on de cette session durant laquelle, rappelons-le d'ailleurs, le Royaume a été élu dès le premier tour au Conseil de paix et de sécurité donc de l'Union africaine? Le Maroc a été élu effectivement avec une majorité qualifiée. Il a eu 34 voix au premier tour, donc il n'y a pas eu de ballotage. C'est un vote franc et significatif. J'ajoute que c'est le 3e mandat exercé par le Maroc au Conseil de paix et de sécurité. Le Maroc a réintégré la famille africaine, vous savez, à la fin 2017. Un an après, janvier 2018, il a été élu déjà pour un premier mandat de 3 ans, 2018-2020. Puis, il a été réélu une deuxième fois, 2022-2025. Et le voilà donc pour un nouveau mandat, cette fois-ci de 2 ans, 2026-2027. C'est extrêmement important. Donc, ça témoigne quoi? Ça témoigne que le rôle du Maroc, donc, pour ce qui est du maintien de la paix et la mobilisation du souverain depuis des décennies sur cet axe-là, du maintien de la paix et de la stabilité. Vous savez quel est le trinôme? C'est paix, stabilité, développement. C'est ça la position du Maroc, c'est ça le référentiel. J'ajoute que ce Conseil de paix et de sécurité comprend 15 membres. Il est présidé mensuellement dans le cadre d'une présidence tournante. La position du Maroc sur ce plan-là présente un certain nombre de traits qu'il faut mettre en relief. C'est évidemment de consolider le positionnement sécuritaire du Royaume dans le continent. Dans quel domaine? La lutte antiterroriste, la coopération sécuritaire sud-sud et la formation militaire. J'y ajoute également le fait que ça donne au Royaume une image de puissance régionale stable. Et puis, il y a aussi, parmi les missions du Conseil de paix et de sécurité, la place du Maroc pour un certain nombre de propositions, des missions de paix, la possibilité d'imposer des sanctions, la possibilité de suspension des États. Ça, c'est le Conseil de paix et de sécurité. Et puis également, le Conseil CSP peut recommander des opérations militaires. Nous sommes là donc au cœur du débat. Lors du jour de cette réunion de la 39e session de l'UA, c'était quoi? Tenez-vous bien, c'était l'eau.
et la disponibilité de l'eau de manière durable, également le système d'assainissement sûr et une gestion des ressources hydrauliques. Ce sont des domaines où le Maroc a une expérience. Il est disposé à la partager et il a des propositions d'avenir pour ce qui est précisément de la gestion, etc. Dans le cadre de quoi? Du trinôme que j'évoquais, paix, stabilité, développement. Et il y a là un leadership évidemment royal qui est salué puisque le souverain est en pointe sur ces questions-là. Il est également en pointe pour ce qui est de son statut de leader pour les questions migratoires. Donc la parole du Maroc porte, son statut est conforté avec sa réélection au Conseil de la paix et de la sécurité. Et tout ça, c'est au bénéfice de la cause africaine et du fait qu'il est au-dedans, dans le continent et dehors, le porte-voix de l'Afrique. Mostafa Srimi, merci d'avoir décrypté pour nous donc l'actualité de la semaine. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. Les tableaux rectificatifs définitifs élaborés par les commissions administratives chargées de l'opération de révision des listes électorales générales au titre de l'année 2026 ont été déposés auprès des bureaux administratifs locaux et des bureaux des services des communes et des arrondissements. Ils sont mis à la disposition du public pour consultation du 15 au 22 février. C'est ce qu'indique un communiqué du ministre de l'Intérieur. Le ministre rappelle par ailleurs que toute personne dont la demande d'inscription a été rejetée par la commission administrative ou qui estime que la dite commission a radié son nom de la liste électorale de manière illégale a le droit d'introduire un recours auprès du tribunal compétent durant la période allant du 23 février au 2 mars 2026. Et dans un autre communiqué, le ministre de l'Intérieur annonce que les tableaux rectificatifs définitifs élaborés dans le cadre de l'opération de révision annuelle des listes électorales relatives aux chambres professionnelles au titre de l'année 2026 sont mis à la disposition des professionnels pour consultation jusqu'au 23 février. Tout professionnel dont la demande d'inscription a été rejetée ou qui estime que son nom a été illégalement donc radié des listes électorales de la chambre professionnelle concernée peut introduire donc un recours auprès du tribunal compétent et ce durant la même période, soit du 15 au 23 février 2026. Ramadan, c'est dans quelques jours. L'effervescence est palpable sur les marchés avec une forte demande pour les produits les plus consommés pendant le mois sacré de Ramadan et les incontournables des spécialités culinaires chez les ménages. Reportage Amknes, Iman Slaoui, Brahim El-Ghouti, Rachid Boubker et Iman Ablo. C'est le grand point de rencontre de la Médina de Meknès, le Souk Ledim. Situé au cœur de la vieille ville, il est depuis toujours un incontournable des achats de tous les Meknessis. À seulement quelques jours du Ramadan, c'est l'effervescence. Ce souk propose plusieurs produits terroirs. On y vient pour les ingrédients spéciaux Ramadan. Il y a de tout. C'est un souk historique très fréquenté. Il est visité par au moins 200 touristes tous les jours et les prix sont généralement à la portée. On vient ici pour nous procurer ce dont on a besoin pour les plats de Ramadan. Le sésame, le miel, les feuilles de briques farcies, les dattes et tout ce qu'il faut pour les gâteaux traditionnels. J'achète les ingrédients de sellou et tout ce qu'il faut pour les briouates, les amandes, l'anis et les graines de sésame car je préfère manger du fait maison. Une activité soutenue est donc palpable dans ce marché avec une demande qui s'intensifie. Une large gamme de produits liés aux traditions culinaires du mois sacré est ici disponible. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour les mets du Ramadan, tout type d'épices, de plantes aromatiques et autres condiments. Nous avons une clientèle locale et étrangère car les commerçants mettent en vente une large offre de produits qui intéressent toutes sortes de clients. Les olives font partie des produits les plus consommés pendant le Ramadan car ce sont des incontournables pour de nombreuses spécialités culinaires traditionnelles. Le Ramadan transforme les habitudes de consommation, une période pendant laquelle les plaisirs du ventre et des yeux se conjuguent pour composer un mélange détonnant où les appétits s'aiguisent. Toutes les bourses se délient pour faire plaisir aux papilles.
Nous prenons de la hauteur à présent et il sera question de parachutisme. Pour cela, nous allons à Bni Mellel. Durant 3 jours, des acteurs du tourisme nationaux et internationaux se sont donné rendez-vous 3 jours durant au club de parachutisme de la ville. Un fam trip destiné à faire découvrir le potentiel naturel et touristique de la région à travers des expériences et des démonstrations encadrées de parachutisme. Une activité dont l'objectif est d'attirer une clientèle à la recherche de fortes sensations. Reportage Omar Jleidi sur le commentaire de Maria Aoued. À peine arrivés, que les visiteurs sont déjà plongés dans l'ambiance chaleureuse du Maroc. Un petit thé de bienvenue avant de passer aux choses sérieuses. L'expérience débute ensuite par un court briefing théorique et pratique, accompagné de recommandations strictes pour garantir la sécurité de chacun. Après les derniers ajustements du matériel et un rapide coup d'œil à la météo, les participants montent à bord d'un petit avion, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, ils se lancent dans le vide et survolent les pâturages verdoyants de Bni Mellel. Je viens d'arriver du Royaume-Uni exclusivement pour faire un saut en parachute ici, au cœur de cette région verdoyante que l'on m'avait recommandée. C'est la première fois que je viens au Maroc. Le matin, il y avait un peu de pluie et maintenant, le soleil est revenu et toutes les conditions sont réunies pour effectuer un beau saut en parachute. Chamonix en France et je viens ici à Bni Mellel pour m'entraîner durant l'hiver. Et il y a aussi les professionnels de l'exercice qui proposent des sauts en tandem afin d'initier les néophytes et leur faire vivre une première expérience inoubliable. On vient de faire un saut en tandem avec Ishrak, donc, qui représente une agence de voyage. Donc, je suis bien content d'avoir pu la faire sauter et découvrir mon activité. Entre randonnée, parapente, escalade et parachutisme, la région de Bni Mellel offre un large choix d'expériences pour les amateurs d'aventure. Ce dynamisme sportif renforce son attractivité et met en valeur la beauté de ses paysages naturels. La région de Bni Mellel connaît actuellement un essor touristique remarquable, notamment en raison de ses nombreuses activités sportives au cœur de la nature. D'ailleurs, il y a beaucoup de touristes étrangers en ce moment. Ce sont pour la plupart des amateurs de parachutisme et près de 1000 personnes se sont essayées au saut à l'élastique. Entre nature, sport et adrénaline, la région de Bni Mellel possède tous les atouts pour plaire à ses voyageurs en quête de sensations fortes et d'authenticité. Voilà, on redescend sur Terre. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée. L'info revient sur l'Oula à 20h30. À bientôt.